l'histoire des entreprises est devenue un outil extrêmement important, y compris de la recherche théorique sur les entreprises. D'abord, en France, on a un excellent courant de recherche sur les entreprises qu'il faut rappeler. Et l'histoire des entreprises, lorsqu'elle est bien faite, au fond, elle nous explique comment naissent des inventions pratiques, mais aussi des inventions théoriques, lorsqu'une entreprise se trouve confrontée à une situation tout à fait nouvelle pour elle, et qu'elle invente à cette occasion des choses qui n'existaient pas avant cette rencontre-là. Et si l'on prend au fond les grandes questions d'aujourd'hui, pour une entreprise qui est confrontée au monde contemporain, je crois qu'on peut dire qu'il y a trois grandes questions, et ces questions sont, la première, c'est l'impératif d'innovation, avec une innovation intensive, répétée, permanente, face à des chocs techniques, sociaux, sociétaux multiples. Donc, première capacité, construire une capacité collective d'innovation. Le deuxième défi auquel nous sommes confrontés, c'est au fond de quitter une représentation du travail, je dirais, enfermée dans la relation capital-travail, enfermée dans le rapport de subordination, et qui au contraire donne l'idée que le travail, c'est au fond un investissement collectif. Et puis le troisième défi que nous avons, et celui-ci, je crois qu'il est évident pour tout le monde, c'est le sens. C'est, au fond, dire qu'une entreprise est utile simplement parce qu'elle fait des bénéfices ou qu'elle fait des emplois n'est plus suffisant aujourd'hui. Bien sûr, il faut faire des bénéfices. Bien sûr, il faut créer des emplois, mais à condition, évidemment, que ça respecte la planète, à condition que ça n'aggrave pas l'écosystème, à condition que ça ne détruise pas le territoire ou même la santé des gens que l'on fait travailler. Alors si on prend ces trois idées, capacité d'innovation originale, forte, deux, réinterprétation du sens du travail, et le troisième, avoir une mission qui donne un mouvement de l'entreprise face au progrès collectif, eh bien je crois que l'histoire nous apporte trois, en quelque sorte, spécimens qui, à des moments différents du temps et des périodes, vont illustrer ces idées-là. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'illustrer donc ces grands enjeux par trois entreprises emblématiques. Alors, certaines sont très connues, d'autres beaucoup moins. Et je vais pas les prendre dans les GAFA. Je les ai prises dans des entreprises dont je suis persuadé que les étudier partout où on le pourra est particulièrement enrichissant. Alors déjà, vous voyez, on ne l'appelle pas la compagnie d'Edison, on l'appelle le laboratoire d'Edison. Parce que Edison, alors on est entre 1890 et 1930 environ, on est aux États-Unis et on est à la naissance, si vous voulez, du télégraphe. Alors, le télégraphe, comme chacun sait, c'est la retransmission par les signaux électriques d'un message, qui est un message interprétable en lettres, etc. Et il se trouve qu'un jeune technicien, un jeune mécanicien, qui s'appelle Thomas Alva Edison, il comprend en fait que le télégraphe, c'est une technique qui a énormément de possibilités, énormément d'identités possibles. Et à partir de ça, il crée lui-même, comme un peu dans la légende, un certain nombre de prototypes. Par exemple, il va dupliquer le message qu'on reçoit, il va le renvoyer dans plusieurs directions, il va essayer de le conserver un peu plus longtemps que d'habitude. Et donc à partir de ça, dès qu'il a réussi à vendre un certain nombre de ses idées, il se crée un petit laboratoire. Et vous voyez qu'il ne crée pas une entreprise traditionnelle, il crée un laboratoire. Et c'est ce laboratoire-là qui est en fait la matrice à partir de laquelle naîtront énormément de nouvelles entreprises, parce que le laboratoire d'Edison, qui au début est petit, à Menlo Park, tout ça c'est la côte Est, dans les années 76, si vous voulez 86, ensuite 86, les années 30, il va s'agrandir et il va créer le West Orange Laboratory, qui est un truc absolument gigantesque. Et ce qui est vraiment tout à fait original, c'est que là, il réunit autour de lui les grands moyens de l'innovation.
Et les grands moyens de l'innovation, c'est quoi? Ben, c'est d'abord une bibliothèque. On l'oublie. L'innovation, c'est aller chercher des connaissances que l'on n'a pas. Et il va les chercher partout dans le monde. Et Thomas Edison, on le sait, aura un des courriers les plus extraordinaires avec tous les scientifiques de son temps. Et de l'autre côté, c'est un laboratoire d'expérimentation où il développe ces nouveaux concepts. Et le miracle, si je puis dire, s'opérera, puisque sur une quarantaine d'années, les laboratoires d'Edison vont développer 1300 brevets. Et surtout, ils vont en fait créer la civilisation contemporaine. Parce que le phonographe, c'est la reproduction de la musique. Hein, vous voyez, le téléphone, c'est la transmission de la voix. Mais le phonographe, c'est ce qui permet de conserver la voix. Et donc après, d'enregistrer les musiciens, donc de créer une industrie du stockage musical, donc de créer une mémoire culturelle de la musique offerte à tout le monde. Il va refaire la même chose sur le cinéma, mais il s'intéressera aussi à la production d'électricité, qui est la nouvelle énergie de son temps. Au passage, il invente un nouveau type de lampe, j'en passe et des meilleurs, notamment le studio d'enregistrement de cinéma où nous sommes, la projection, ce qui fait que, pour la petite histoire, il détient les brevets des techniques du cinéma, et comme c'est un homme d'affaires aussi particulièrement, je dirais, opiniâtre dans la récupération de ses droits, eh bien, Hollywood naît d'un certain nombre de producteurs qui en ont un petit peu assez, si vous voulez, des exigences d'Edison. Et la Californie étant un État indépendant, à l'époque n'étant pas soumis aux mêmes lois, Hollywood naît pour résister au monopole d'Edison sur les techniques. Alors, vous voyez que cette firme d'Edison, si on la décrit, quand on la décrit, eh bien c'est une leçon de gestion tout à fait étonnante. On ne commence pas en disant, voilà, quel est le produit, quel est le marché, etc. On commence au contraire en disant, il y a un espace d'innovation, des champs techniques nouveaux, qui ont plein de potentiel, et on va essayer de nourrir cet espace-là en développant des produits, mais ces produits, on ne peut pas les développer nous-mêmes, donc il faut créer des joint ventures avec d'autres compagnies. Et donc vous voyez, c'est en fait une matrice d'entreprise. Donc c'est une entreprise qui devient une matrice d'entreprise à partir de laquelle se diffuseront les produits en question. Et en gros, autour d'Edison, il y a à peu près 300 nouvelles entreprises qui sont nées, dont probablement la moitié a disparu, mais l'autre moitié fabriquera le groupe Edison, qui fusionnera au début du XXe siècle avec, à l'époque, Thomson, ce qui donnera General Electric. Donc vous voyez que cette histoire, ce n'est pas l'histoire d'un inventeur isolé, c'est au contraire l'invention d'une nouvelle forme d'entreprise, mais qui a en son cœur un régime d'innovation tout à fait étonnant, qui ressemble tellement au nôtre, puisque ce que nous vivons, évidemment, c'est la rupture sans arrêt des identités techniques. Je regarde la caméra qui me filme, je voudrais illustrer mon propos en la décrivant. Évidemment, elle ne peut pas se regarder elle-même, mais c'est un smartphone branché sur un pied. Donc vous voyez la jonction entre le téléphone lui-même devenu terminal intelligent et capteur d'image, et une bonne vieille technique de la photo qui vient de la photographie, voire même plus loin du pied de l'artiste qui peignait sur le motif. Donc voilà un premier exemple de ce que l'histoire, donc analyser l'histoire d'Edison, nous permet de comprendre ce que sont les formes de laboratoire aujourd'hui, et de ne pas faire immédiatement l'opposition entre entreprise et laboratoire. Non. Une entreprise, dans le monde contemporain, est nécessairement un laboratoire. Vous voyez, donc, premier exemple, alors, le muscle édisonien, on va le retrouver tout au long, hein, à la fois du XXe siècle et aujourd'hui. Ce muscle édisonien, il faut le garder en tête. Toute entreprise a besoin de ce muscle édisonien. Mais évidemment, ça va être la même chose pour les deux autres cas que je vais prendre. Quand on regarde un guépard, tous les félins ne courent pas aussi vite. Mais le guépard nous permet de comprendre l'agilité des félins. Il nous permet de comprendre où est-ce que s'est construite cette agilité. Deuxième exemple que je voudrais prendre, qui va illustrer cette fois la mutation dans la représentation du travail. Cette fois, c'est une entreprise indienne qui s'appelle HCL Technologies,
qui est né dans les années 80-90, au moment de l'explosion de l'informatique en Inde. Le fondateur a l'intelligence de reconnaître que l'un de ces brillants créateurs de filiales nouvelles, qui a développé très rapidement un métier totalement nouveau, qui s'appelle Vinit Nayar, est aussi porteur d'une philosophie. Et Vinit Nayar, en France, on l'a connu en 2011, parce qu'il est venu, et pas loin d'ici, il a reçu le prix Manpower HEC du livre de management. Et le titre de son livre, que l'on peut retrouver encore, était lui-même frappant, puisque c'était Employees First, Client Second. Donc, on avait l'impression d'une espèce de rupture de la philosophie classique, du type le client est roi, le service doit se porter auprès du client. Et Vinit Nayar nous dit non, 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 si vous voulez avoir un très bon service, et on va voir de quel service on parle, eh bien alors il faut que vous pensiez différemment ce qu'est le travail et ce qu'est l'organisation du travail. Alors pourquoi Vinit Nayar pense ça? Alors, toujours la même idée. Vous voyez, Edison, il était confronté à un monde nouveau, un monde d'objets techniques, versatiles, changeants, etc. Vinit Nayar, il est confronté, non pas à ce monde des objets, mais il est confronté à des entreprises qui sont elles-mêmes sous le choc édisonien. C'est-à-dire si elles-mêmes, elles vivent tout d'un coup ces arrivées d'objets techniques permanentes, changement d'informatique, changement de logiciel, changement de structure du réseau d'information, etc., etc. Donc elles ont besoin de consultants. Et lui, il se trouve être le consultant qui va aider les entreprises à absorber ces chocs techniques permanents. Et là, comment ça se passe? Chacun le sait, ce sont des équipes dédiées et qui vont partir chez le client, répondre à des besoins qui sont des besoins spécifiques et apporter évidemment une compétence, une bonne connaissance de tout ce qui peut se faire et ajuster auprès du client au mieux et parfois se trouver devant des situations inattendues, des situations surprenantes. Donc inventer, innover localement ou au contraire lancer un appel de détresse en disant je ne sais pas quoi faire dans cette situation, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Donc ce qu'il comprend, c'est que l'idée traditionnelle de l'entreprise pourrait être de dire ces équipes-là sont en quelque sorte des équipes de service, de vente, et il faut les contrôler, il faut vérifier, il faut leur mettre des protocoles de façon à ce qu'ils obéissent aux procédures. Et Vinit Nayar prend la thèse inverse, il ne dit pas du tout. C'est l'inverse qu'il faut faire. Ce sont elles qui créent le sens, le fonctionnement de l'entreprise. Donc il faut mettre tout le reste de l'entreprise à leur service. Pour que ces équipes puissent travailler correctement et développer au maximum le potentiel d'activité qu'elles ont, alors il faut que tout le reste ne soit pas, encore une fois, là pour faire des lead procustes et des critères dans lesquels on va enfermer tout le monde. Il faut au contraire un rapport de service. Et pour illustrer cette idée, il va jusqu'au bout. C'est-à-dire, il dit, moi, direction générale, je dois démontrer que je suis à leur service. Et là, il va organiser un site web à l'époque, et puis il va s'engager à ce que la direction générale réponde à toutes les questions. Il va créer un système d'aide aux équipes sur place. Et donc, il a eu le prix en 2011. Il était aussi, il avait gagné je ne sais plus le titre de leader du Digital Age. Mais on est 10 ans après, et c'est ça qui est intéressant, c'est que si on va 10 ans après, on s'aperçoit que cette philosophie, elle a percolé. Et que aujourd'hui, eh bien, les services qu'on rendait à ces équipes eh bien, deviennent un peu à la manière d'Edison, rendre ces équipes capables de suivre les ruptures techniques, donc augmenter la puissance d'innovation de ces équipes. Et je crois que le groupe a énormément pu se développer de manière très rapide dans un domaine qui est des SS2I, qui est quand même assez compétitif et très difficile. Alors vous voyez que ce que nous dit dans l'exemple de HCL, c'est certes, il y a des institutions qui sont des institutions protectrices, le salariat, les droits des travailleurs, tout ça existe et est bel et bon. Mais ce n'est pas ça l'activité. L'activité, c'est le régime de reconnaissance du travail
c'est le régime de collaboration, c'est le régime d'aide au travail, et c'est ça, aujourd'hui, qui fait qu'on peut dire que travailler, c'est un investissement collectif. C'est-à-dire que pour quelqu'un fasse quelque chose correctement, de façon ajustée, adaptée dans le maelstrom dans lequel on est, c'est qu'il y a tout un collectif qui est venu l'aider. Et c'est ça qui rend la philosophie du travail nouvelle. Ce n'est pas la rémunération d'une force de travail ou d'une compétence déjà acquise que l'on rémunère. Ce que l'on rémunère, c'est un investissement. C'est-à-dire quelqu'un qui est rentré dans ce collectif-là, qui a accepté d'être bombardé d'idées, de propositions, d'aides par ce collectif et qui progressivement sent qu'il se développe dans ce collectif-là. Et cette idée de, encore une fois, le travail comme investissement collectif a des effets, évidemment, me semble-t-il, très très importants sur l'entreprise, sur ce qu'on appelle l'entreprise. Alors, que Vinit Nayar, indien, ou son entreprise ait découvert cela, on aurait pu le trouver ailleurs, cette idée peut naître sous d'autres formes. Mais ce qui nous intéresse dans l'histoire des entreprises, c'est que, voilà, ils ont été devant le cratère, ils ont été là devant le volcan, et ben, ils ont inventé. Ils ont inventé, et on voit bien que ce qu'ils inventent témoigne pour tout le monde de l'avancée collective. De la même façon qu'Edison a annoncé un monde de l'innovation, une capacité d'innovation tout à fait forte, ce que nous dit, l'exemple que nous donne HCL, c'est de nous faire comprendre que, attention, si on veut parler d'industrie de service ou d'activité de service, alors il faut repenser complètement ce qu'est la nature du travail et le travail collectif. Alors, y a-t-il encore une dimension qu'il faut introduire? Ben oui, je l'ai dit au départ, on innove, le travail est devenu une compétence collective, un investissement collectif, mais tout ça, il faut que ça crée du progrès collectif. Je peux innover pour innover, donner aux gens une capacité d'émancipation, de créativité collective, c'est très bien, sauf si c'est au service de quelque chose qui nous détruit. Voilà. Donc cette intelligence-là, cette intelligence collective-là, elle ne peut pas être valable en elle-même. Et donc le critère de simplement, je dirais, du bouclage économique n'est pas un critère, n'est plus un critère suffisant. Et je veux être précis là-dessus. J'ai besoin d'oxygène pour respirer. Voilà. Nous tous, en 3 minutes, sans oxygène, nous sommes perdus. Donc on pourrait dire, qu'est-ce que l'humain? C'est la maximisation de la capacité à absorber l'oxygène. C'est pas faux pour nos poumons. Donc une bonne direction de la trésorerie, voilà, c'est son boulot. C'est son boulot. Mais c'est un peu faux si on doit parler de mon action ou de l'action de n'importe qui. C'est au contraire, là c'est le sens qui revient. C'est la capacité à agir, à s'inventer un futur, etc. Et donc vous voyez que les deux changements qu'on a vus, à la fois le modèle edisonien et le modèle de Vinit Nayar, n'a de portée que si il est au service du progrès collectif. Alors, il me faut des exemples. Je vous ai promis des exemples. Eh bien là, je ne vais pas aller les chercher dans l'histoire ancienne. Je ne vais pas aller les chercher dans cette merveilleuse Inde qui est capable toujours de nous étonner. Mais je vais aller pas loin d'ici, pas loin de Rouen, dans notre belle Normandie, et je vais vous parler de Nutriset. Alors, le conflit d'intérêts m'impose de vous dire que j'ai un partenariat avec Nutriset, dont vous pouvez tout à fait vérifier que l'École des Mines et Nutriset sont de vieux partenaires, et je m'en réjouis et je m'en félicite. Parce que c'est une histoire absolument extraordinaire. Ce n'est pas l'histoire d'un ogre des GAFAD que je vais vous raconter, c'est plutôt comment une entreprise de taille moyenne, familiale, a contribué certainement bien plus qu'on peut l'imaginer au progrès humain. Et le progrès humain le plus élémentaire, c'est-à-dire la lutte des plus faibles contre la malnutrition. C'est une très belle histoire, je vais la résumer. Dans les années 80, Michel Lescane, qui est un spécialiste d'agronomie et notamment du lait et de l'alimentation par le lait, va développer l'idée que
il y a certainement la possibilité de construire des formules d'alimentation adaptées à ces situations de malnutrition aiguë qu'ils découvrent, qu'ils rencontrent. Et ce sont le plus souvent des enfants qui n'ont pas mangé ou très peu mangé pendant quelque temps. Donc déjà, leur système digestif est très fatigué. Et pour les renutrir, il faut énormément de conditions. Et les échecs sont multiples. Et les échecs, ce n'est pas les échecs des mamans. Parce que par exemple, si on donne aux mamans un riz qu'il faut faire cuire dans de l'eau, encore faut-il avoir de l'eau, encore faut-il avoir le moyen de la cuisson. Et puis si j'ai de l'eau, si cette eau elle est polluée, je vais aggraver la situation. En plus, les enfants malnutris, il faut les nourrir de manière continue. Toutes ces découvertes vont être faites par l'équipe de Michel Lescane et de son entreprise, en travaillant avec des ONG, en travaillant avec des spécialistes, des médecins sur place. Ils découvrent le besoin d'une renutrition en continu. Et probablement un des produits les plus géniaux qu'ils ont développé, ils ont développé beaucoup, c'est le Plum Peanut. C'est une marque, mais rassurez-vous, vous ne trouverez pas ça dans les supermarchés. Et c'est tout simplement quelque chose qui répond à la fois à des besoins médicaux et à la situation locale. Et c'est ça qui est extrêmement important. Si vous voulez, ce n'est pas une révolution médicale, c'est une révolution médicale dans le contexte d'usage et d'utilisation. Et c'est grâce à cette association, et vous voyez, c'est aussi ça la force d'une entreprise, c'est de mettre la science au service d'un usage très particulier. C'est ce mélange-là qui sauve les enfants. Alors, ce produit, c'est une espèce de pâte. Vous pouvez aller sur Internet le voir. C'est une espèce de pâte à modeler, un peu farineuse, mais qui a une très bonne odeur de noisette, un petit goût de Nutella, etc. Et qu'on peut donner à l'enfant. Et l'enfant, il en fait ce qu'il veut. Il peut jouer avec, il peut se barbouiller, on l'allume à côté, et quand il dort, il apprend un peu. Donc en fait, c'est un système d'alimentation en continu. Il va tout le temps en manger un peu, et c'est cette dosage, petite quantité en continu, qui va lui permettre de petit à petit reconstituer son cycle digestif et de se renutrir progressivement. Et à qui ces produits sont-ils vendus? Ils sont vendus aux ONG. Et les ONG, elles en ont besoin quand? Elles en ont besoin quand il y a des famines. Donc ça suppose un système de production extrêmement agile. Donc ça suppose un investissement qui sait qu'il aura tout d'un coup des besoins extrêmement forts. Voilà. Et donc c'est pas, comme on dirait aujourd'hui, un loading permanent de la charge de l'usine qui va être possible. Au contraire, il faut se préparer à ces à-coups et être capable de construire un écosystème qui permet ces à-coups. Et puis, ce produit, il va cibler une situation particulière, mais très vite on s'aperçoit aussi que Nutri7 s'aperçoit aussi qu'il faut aller vers de la prévention, il faut essayer d'éviter d'en arriver là. Donc le passage, si vous voulez, de la lutte contre la malnutrition à l'autonomie nutritionnelle, c'est-à-dire trouver des manières de nourrir ces populations en continu, de manière à ce qu'elles ne tombent pas dans l'aigu. Et là, si vous voulez, je pense que ce qui a été intéressant, c'est que cette entreprise qui s'était donnée en quelque sorte cette mission, cette vocation à la fois d'innovation et humanitaire, elle va faire deux choses. La première, c'est qu'elle va essayer aussi de construire cette capacité de production un peu partout dans le monde, c'est-à-dire se rapprocher le plus possible et donner aux locaux la possibilité de produire les pâtes en question, et ce qui permet d'être à la fois plus près du terrain, mais aussi de réagir plus vite aux situations. Donc un réseau mondial de producteurs, des relations avec la plupart des laboratoires mondiaux du monde sur la nutrition. Je vous passe tous les prix qu'ils ont pu avoir. Et lorsque, dans nos dialogues avec eux, on a commencé à parler de société à mission, d'objets sociaux étendus, eh bien, je dirais que Michel Lescane et Isabelle Lescane sont immédiatement venus nous dire « on a envie d'essayer ça parce que ça nous correspond ». Et vous voyez, je crois que là, finalement, on a inventé ensemble, eux nous apportaient ce réel que nous découvrions, nous chercheurs, et nous,
ça nous permettait de penser que le cadre qui allait devenir la société à mission plus tard, hein, c'est pour ça qu'ils ont gardé à la fois parce que c'était les premiers, ils ont gardé l'idée de l'objet social étendu, qui était le concept qu'on avait utilisé dans les années 2013, 2015, et ils sont devenus une des premières sociétés à mission, on va dire, de France. Si on regarde ces trois exemples, il me semble que ça correspond aux enjeux contemporains. Voilà. Une capacité d'innovation, une autre façon de voir le travail, et la création d'un sens, qui donne de la valeur aux deux autres moyens, si vous voulez, aux deux autres muscles. Et ce troisième muscle, qui est la construction des finalités, de se dire non, j'ai besoin de me donner des finalités. Il m'arrive très souvent de dire pensez au luxe. Dans le luxe, vous ne vous dites pas je fais des petites cuillères. Vous vous dites je fais des petites cuillères signées moi. Donc vous créez en quelque sorte une espèce le luxe, c'est pas juste de rajouter des diamants et de l'or et des métaux précieux. Le luxe, c'est de créer une image, quelque chose qui fait que dans la société, ça va être reçu comme un supplément de vie, comme un supplément de beauté, comme un supplément. Alors, le luxe, évidemment, n'est pas accessible à tout le monde. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire du luxe partout. Je dis, retenons du luxe. Que le luxe, c'est toujours le fait qu'il y a dans ce que l'on fait quelque chose d'autre. Et que c'est ça le sens. Et ça, on peut le retenir, je dirais, y compris pour la tâche la plus humble qui soit. Voilà comment, me semble-t-il, Edison, il n'est pas né n'importe où. HCL Technologies, ce n'est pas n'importe où qui développe ces techniques. Nutri-7, c'est aussi un enfant des crises alimentaires dues tous les crises qui se sont passées dans le tiers-monde depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est notre monde que l'on comprend mieux. Voilà. En étudiant l'histoire des entreprises, on comprend beaucoup mieux les inventions de gestion, et c'est notre monde que l'on comprend mieux.